Merci Mathilde. Alors, je pense qu'en préambule, ce qui est important quand on parle des forêts, c'est d'imaginer qu'on est sur le temps long. Et trop souvent, on va de crise en crise. L'année dernière, il y avait une crise sur les attaques de scolytes sur épicéa. Cette année, c'est sur les incendies. Et on rebondit à des crises. Ce qui est absolument nécessaire, et c'est pour ça qu'on voulait faire cette proposition de loi, c'est qu'il faut recouvrer le temps long et se donner des perspectives et des horizons à un temps long. Alors je vous rappelle que le changement climatique, vous le savez toutes et tous, menace nos forêts. Mais ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'on a des menaces avec des cascades de perturbations. C'est comme ça que les scientifiques l'expliquent. Avec des sécheresses, des tempêtes, des attaques d'insectes, notamment les scolytes, qui sont des insectes sous-corticaux qui attaquent les arbres, notamment quand il y a eu des tempêtes, suite à des tempêtes, ou quand les arbres sont affaiblis par les sécheresses. Et ensuite, on a le risque d'incendie de forêt. Et cette cascade de risques font qu'on a actuellement à l'échelle du monde des hausses de taux de mortalité des forêts qui sont très préoccupantes. Donc c'est déjà bien documenté au niveau du Canada et des États-Unis. On a des hausses de taux de mortalité. Et c'est aussi documenté au niveau de l'Europe par des images de satellites. On voit que les forêts... une augmentation des taux de mortalité. Or, les forêts jouent un rôle important, d'abord sur l'atténuation du changement climatique. Je vous le rappelle ici, elles captent 36% de nos émissions et elles constituent aussi l'habitat d'une très grande biodiversité, notamment en zone tropicale. Donc, il est vraiment urgent de protéger nos forêts et d'adapter leur gestion au changement climatique. Tout ça en recouvrant, je vous l'ai dit, le temps long. Alors, des solutions existent pour adapter la forêt, pour plus de biodiversité et pour un meilleur stockage de carbone. Et moi, je dissocie jamais les deux. Je pense que ce serait une erreur de vouloir absolument faire de l'atténuation du changement climatique sans se préoccuper des autres fonctionnalités de la forêt. Par exemple, planter des eucalyptus à rotation rapide sous prétexte qu'ils séquestraient du carbone, c'est à mon avis une erreur. C'est ce qui a pu se faire au Portugal, ou ce qui a pu se faire en Amazonie actuellement, dans le sud du Brésil. Et c'est souvent des catastrophes d'un point de vue biodiversité. Mais pour cela, et c'est vraiment notre point de vue à nous, à la France aussi, à France Insoumise, c'est qu'il faut sortir de la logique industrielle. Et l'ONF ne doit plus être soumise à la contrainte de vente de bois pour assurer sa solvabilité financière. Pour nous, c'est extrêmement important et j'y reviendrai à la fin. Alors, évidemment, tu l'as dit, en 2020, dans le cadre du plan de relance, le gouvernement a débloqué un budget de 150 millions d'euros dédié au reboisement forestier. Mais il y a un risque, et tu l'as souligné, que les projets financés par ces fonds impliquent des coupes rases et des plantations, parce que c'est ce qu'on sait faire finalement. On a une coupe rase sur une plantation de pin maritime et ensuite on replante du pin maritime. On a une coupe rase sur des douglas et on replante du douglas. Ou alors on va replanter un autre exotique qui serait plus adapté à la sécheresse. Mais parce que c'est en gros ce que font les industriels. Or, la stratégie d'adaptation des forêts ne peut pas se résumer à un programme de plantation massive. D'ailleurs, un certain nombre de scientifiques l'ont déjà signalé dans un article du Monde au printemps dernier. Et on a vraiment un grand risque de planter des arbres qui ne sont pas adaptés. Typiquement, aller remplacer massivement du douglas en plaine pour remplacer le hêtre, ce n'est pas forcément une solution qui est écologiquement souhaitable. Et donc on est un certain nombre à le dire et à l'avoir répété. Alors pour ça, il nous faut planifier une adaptation, je le dis souvent, prudente de la forêt. Pourquoi prudente? Parce qu'en réalité, on manque de connaissances sur un certain nombre de choses et qu'il faut surtout arriver à faire une adaptation qui tienne compte du caractère multifonctionnel des forêts. Les forêts sont évidemment, je vous l'ai dit, un puits de carbone, un gisement de biodiversité, mais elles sont aussi importantes pour la prévention des érosions des sols. On a réalisé au XIXe siècle la restauration des terrains de montagne pour éviter les coulées de boue donc dans la région méditerranéenne qui faisaient des centaines et des milliers de morts. Il ne faut jamais l'oublier. Quand on n'a plus de sol en terrain de montagne, c'est une catastrophe. Et le bois peut aussi servir. Évidemment, nous, on n'est pas contre qu'à un moment donné, le bois puisse servir comme ressource. Mais il y a différents usages du bois et ils doivent être complémentaires et non... et l'usage, par exemple, du bois énergie ne doit pas supplanter le bois d'industrie et le bois d'œuvre. J'y reviendrai aussi un peu plus tard. Alors, dans ce contexte, quelques pistes quand même, on en a. D'abord, il me semble, ça c'est toujours été mon point de vue personnel, qu'il faut favoriser la régénération naturelle des essences, plus résistantes à la sécheresse, en accompagnant en réalité la montée en étage ou la montée en altitude des essences. Accompagner finalement le processus naturel plutôt que vouloir absolument tout transformer. Et puis ensuite, quand on fait des plantations ou quand on fait cet accompagnement, il faut favoriser les mélanges. Tu l'as dit. Pourquoi? Parce qu'ils sont souvent plus résilients. Alors, ça a été bien documenté pour les attaques d'insectes, c'est aussi documenté sur la sécheresse, mais surtout, et c'est évident pour n'importe quel écologue, c'est une stratégie qui est relativement plus prudente que les monocultures, on va dire de manière très simple. Bon, si on a 3 espèces, on a plus de chances qu'il y en ait une qui survive sur les 3.
hein. On en est là des fois au niveau des connaissances scientifiques, mais c'est déjà ça, c'est-à-dire que quand on a un mélange, peut-être qu'il y a bien une des espèces qui ne va pas être attaquée par un insecte ou qui ne va pas brûler. Donc c'est quand même beaucoup plus résilient et beaucoup plus judicieux de favoriser les mélanges. Et puis des études scientifiques ont montré qu'à terme, les mélanges étaient plus productifs, d'un point de vue productivité. Troisième élément important, c'est assurer la continuité des couverts en évitant les coupes rases, sauf vraiment en cas d'impasse sanitaire avérée. Il y a des fois, on ne peut pas faire autrement. Mais il faut absolument l'éviter pour toutes les raisons qu'a donné Mathilde. Je ne vais pas revenir dessus pour aller plus vite. Ensuite, on peut penser aussi à une sylviculture adaptée au risque de sécheresse et au risque incendie. Et notamment, il faut redonner des moyens à la DFCI, donc c'est la défense contre les feux, et la prévention et la défense contre les incendies de forêt. Hein. C'est un département de l'ONF qui a été, comme tous les autres, qui a été insuffisamment doté ces dernières années. Et puis, je le dis parce qu'on parle souvent trop des forêts métropolitaines, il faut éviter la déforestation en zone tropicale, par exemple avec l'exploitation de l'or en Guyane ou du nickel en Nouvelle-Calédonie. C'est aussi de notre ressort de parler de ces questions-là. Alors, évidemment, tu l'as dit, quelques problèmes avec la politique actuelle, c'est que les conditionnalités relatives à la diversification des forêts sont insuffisantes et peu contraignantes. C'est l'esprit de notre projet de loi, c'est de rendre ça beaucoup plus contraignant. Deuxième chose, c'est qu'il faut, alors là on ne l'a pas mis dans le projet de loi parce que c'est un autre enjeu, mais on doit aussi reconstruire la filière bois dans son ensemble. Je dis toujours, il y a quand même un paradoxe en France, on est un exportateur brut de bois et pourtant le bilan commercial, la balance commerciale est négative. En gros, on produit du bois, il va en Suède ou en Chine, et il revient en meubles, en Italie plutôt. Bon, ils reviennent en meubles. Et ça fait qu'on a une balance commerciale déficitaire. Ce qu'il faut, c'est qu'on recouvre une partie des métiers du bois, typiquement en termes de scierie, de menuiserie en France, pour retrouver une souveraineté sur la construction du bois d'œuvre, parce que c'est quelque chose, c'est un usage noble du bois et qu'on doit absolument favoriser. Et ensuite, tous les autres usages du bois, bois d'énergie notamment, ça doit être les résidus du bois d'œuvre, et pas autre chose. Alors, je finirai sur deux aspects qui me semblent importants. Vous verrez, en fait, en tant que scientifique, je trouve souvent qu'on manque de connaissances. En réalité, on a eu une discussion entre nous sur les incendies de forêt, et c'est normal qu'on manque de connaissances. Sur les incendies de forêt, en France, on n'a que 10 scientifiques, chercheurs et ingénieurs titulaires qui travaillent sur ces questions-là. Je suis bien placé pour le savoir, puisque certains d'entre eux étaient dans l'unité où je travaillais. Donc on manque de moyens pour la recherche publique. Il faut absolument redonner des moyens et ouvrir des postes. Surtout qu'on a un certain nombre de précaires, et moi j'en connais personnellement un certain nombre, qui vont abandonner la recherche, qui travaillent sur les incendies de forêt par exemple, parce qu'à 36 ans, quand on est au bout de 5 ou 6 ans de précarité dans la fonction publique, on préfère d'aller faire autre chose. Et c'est quand même un gâchis humain terrible. Et donc il faut titulariser les précaires et recruter des personnels. Et autre aspect que tu as très bien souligné, pour cela, on a absolument besoin d'un service public qui est l'Office national des forêts, garant d'une politique de gestion durable de nos forêts. Il faut aussi travailler avec eux au retravail de leurs missions. Hein, les missions de l'ONF doivent évoluer, mais tu l'as signalé, l'ONF a vu ses effectifs divisés par 2 entre 1985 et 2021. Quelle autre entreprise, quel autre corps de l'État a subi ça, divisé par 2? Et Emmanuel Macron, tu l'as dit, a continué la saignée avec 1000 emplois en moins et il continue avec le nouveau plan État-ONF. Il faut absolument qu'on cesse avec ça. Et les syndicats demandent, et c'est aussi quelque chose qu'on a dans le livret que nous avons défendu, il faut 1 milliard de budget pour l'ONF et ce milliard qui ne soit pas dépendant des ventes de bois. Parce qu'actuellement, une partie, l'ONF est un établissement public à intérêt commercial et une partie de son budget, il comble, y compris paye ses personnels avec les ventes de bois. Et ça travestit quand même beaucoup finalement la gestion durable des forêts. Donc il faut que son budget soit indépendant des ventes de bois, c'est ce que nous proposons. Voilà, on est là pour répondre à vos questions sur le reste de la loi.